what has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. Finding former President Donald Trump has committed fraud. I just want to find 11,780 votes. President Biden making it official he is running, well aware of concerns about his age. I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. Nous sommes le samedi 20 avril, c'est le 4e épisode du récap du procès pénal de Donald Trump. C'est la chute et c'est maintenant. Voilà, et avant de démarrer, bonjour, bonsoir, on passe tout de suite en mode Breaking News et on va vous montrer les images de ce qui vient de se passer il y a 3 minutes à la Chambre des représentants. On a la vidéo, vas-y Thomas. On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. The House will be in order. The House will be in order. The chair would remind my colleagues to observe proper decorum. Flag waving on the floor is not appropriate. The House will be in order. Donc voilà, la Chambre des représentants, après plusieurs mois de délai, vient de passer son aide à l'Ukraine, 60,8 milliards de dollars, un vote qui est né dans la douleur, surtout du côté républicain, avec une explosion en vol du Parti républicain divisé entre sa branche. Ça paraît fou de dire ça, sa branche anti-russe et sa branche pro-russe, menée par celle que tout le monde appelle désormais Moscow Marjorie de Moscou, Marjorie Taylor Greene. Donc les chiffres, le vote final, 311 voix pour l'aide à l'Ukraine, 112 contre, et lorsqu'on regarde par parti politique, vous allez voir, c'est très très clair, 101 républicains ont voté pour, 101 républicains ont voté pour, 110 ont voté non. Donc vous voyez, c'est vraiment un équilibre. Et puis du camp démocrate, on a 210 démocrates qui ont voté oui et 0 démocrates qui ont voté non. Dans la foulée, la Chambre vient de passer à l'instant l'aide pour Israël. Et du coup aussi l'aide pour Taïwan. Donc vous avez vu les images. Donc là c'était le screenshot qu'on a fait, c'était quelques minutes avant la fin du vote, lorsque mathématiquement on était passé au-dessus de la barre nécessaire pour que le budget passe. Le vote final 311 112, 0 démocrates opposés à l'aide à l'Ukraine, 110 républicains qui sont opposés, 111 républicains. Il y a un représentant qui a voté présent, donc c'est une forme d'abstention. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vous avez vu les images il y a quelques secondes de la réaction d'un côté avec les sifflets d'une partie de l'aide républicaine, des sifflets menés par Marjorie Taylor Greene, et de l'autre côté, du côté des démocrates, avec une
excusez-moi, j'essaie en même temps de voir les résultats d'Israël, excusez-moi, avec donc du côté démocrate, excusez-moi, du côté démocrate, des moments de joie, des cris de joie et la sortie de drapeaux, hein, on le voit, de drapeaux ukrainiens avec le responsable du vote qui a demandé que les drapeaux soient rentrés. Il n'a pas été le seul. Lauren Boebert s'est manifesté. Il lui a demandé aussi de se taire, où elle a hurlé en demandant que les drapeaux les drapeaux ukrainiens soient rangés. Mais en tout cas, voilà, on va re-regarder une fois les images, une nouvelle fois de ce moment historique où la Chambre des représentants vient d'aller au-delà de sa majorité républicaine pour passer cette aide financière de 60,8 milliards, presque 61 milliards à l'Ukraine. On regarde ça tout de suite une dernière fois. On this vote, the ayes are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh, one voting present. I missed it, but thank you. Okay. The House will be in order. The House will be in order. The chair would remind my colleagues to observe proper decorum. Flag waving on the floor is not appropriate. The House will be in order. Voilà, donc c'était Marc Molinaro qui parlait, je cherchais son nom, et donc le score final, je le répète, 311, 112 républicains qui se sont donc opposés, et un élu qui a voté présent. 311, 112, voilà, c'est passé. C'était notre Breaking News pour débuter notre 4e épisode du récap du procès pénal de Donald Trump. On se retrouve tout de suite après ça. Voilà. Retour aux choses normales. Je ne voulais pas débuter cette émission sans marquer ce moment extrêmement fort de la politique américaine, de la politique interne américaine, avec des conséquences sur l'international. Le fait que l'aide à l'Ukraine vient de passer, donc je vous ai même pas salué convenablement. Salut à tout le monde si vous nous suivez sur Twitter, si vous nous si vous nous suivez sur YouTube. Bonsoir. J'espère que nos amis québécois sont au rendez-vous. Ça fait une semaine qu'on a lancé et on est très content des retours et vous semblez vraiment aimer ce rendez-vous quasiment quotidien de ce récap le matin à 8h. En Europe, 8h France, Belgique, Suisse, etc., et qui fait que notre audience sur le continent nord-américain, y compris pas mal d'expatriés maintenant, des Français qui habitent aux États-Unis, mais beaucoup de Québécois. Hein. J'entretiens une relation particulière avec le Québec et donc j'en suis très fier et je ne voulais pas oublier cette partie-là de notre audience, cette partie-là du soutien de la chute qui me suit depuis des années, livre après livre, émission après émission. Et donc avec Thomas et Cody, on s'est dit la meilleure manière, c'est de faire que le récap, c'est 8 heures en semaine et 8 heures, mais le soir, donc 20 heures le samedi. Et ce 20 heures le samedi permet aux Québécois, c'est 14 heures là-bas, donc permet aux Québécois d'être avec nous en direct au lieu de uniquement nous suivre en rediffusion, même s'ils sont très nombreux à nous regarder en rediffusion. C'est un petit peu dommage de ne pas les avoir, de ne pas avoir leurs questions et de les saluer. Donc non seulement je profite de l'occasion pour les saluer et donc pour vous dire voilà, c'est très
facile. Le récap, c'est 8 heures en semaine et c'est 20 heures le samedi. 8 heures en semaine, 8 heures du soir le samedi. Et donc voilà, la semaine prochaine, ça sera pareil. On se retrouvera mardi pour le récap parce que c'est le récap de la veille, ce qui s'est passé pendant que vous dormiez. Et donc comme ça sera dimanche et qu'il n'y aura rien, on se retrouvera mardi pour le prochain récap du premier jour actif du procès hors sélection de jurés. On se retrouvera mardi et tout ça jusqu'à la fin de la semaine. Et samedi prochain, même heure, 8 heures, mais le soir. Et au moins, on aura aussi nos amis québécois avec nous en direct, donc pour essayer de chroniquer ce qui se passe dans le procès de Donald Trump, mais aussi tout autour. Vous savez que c'est une des particularités de cette affaire, c'est que ça se joue devant la justice, mais ça se joue aussi dans la cour des médias, devant les électeurs américains. Ça aura sûrement des conséquences importantes, que cela soit dans un sens ou dans un autre. Cela aura des conséquences importantes. On ne peut pas ressortir de 6, 7, 8 semaines de procès en disant ça n'aura aucun effet sur l'électorat américain. Donc on va essayer de mesurer ça, de vous raconter, comme on l'a déjà fait pour les 3 premiers épisodes, les coulisses de ce procès-là. Et donc une nouvelle fois, merci d'avoir été au rendez-vous, de vous inscrire de plus en plus, c'est complètement gratuit, faites-le s'il vous plaît, de vous inscrire de plus en plus nombreux. On a dépassé les 13 000, on arrive aux 13 200 sur notre compte YouTube. C'est vraiment très apprécié, c'est vraiment très sympa. C'est une magnifique récompense. Donc vous connaissez ce qu'il faut faire, vous inscrire et puis ensuite vous mettre sur cette notification, parce que vous allez voir, on va en parler en fin de semaine, la semaine prochaine. Oh mon Dieu, la semaine prochaine va être complètement folle en termes juridiques. Je pense que c'est peut-être, on a eu des semaines chargées, des semaines compliquées, des semaines de tous les dangers. Là, c'est la pire des semaines pour Donald Trump, où tout son système, tout ce qu'il a créé pour se protéger et arriver à passer à travers les gouttes jusqu'à l'élection présidentielle, elle va potentiellement s'effondrer. On en parle en fin d'émission, et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sera des horaires particuliers. Donc encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur la sonnette de notification et à partager notre contenu et à parler de nous. Vous êtes notre meilleure publicité, la seule d'ailleurs. Vous êtes notre meilleure publicité, donc faites-le. Et je voudrais, avant de me lancer donc dans ce recap de ce qui était la dernière journée de la semaine, je vous rappelle les audiences lundi, mardi, le mercredi c'est relâche, jeudi et vendredi, donc 4 jours par semaine. Donc c'était le 4e jour hier, une journée extrêmement importante, dont le thème, on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Pour moi, le thème, c'est endurance. On va en parler forcément. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je ne m'en souviens plus. Mais bon, dans tous les cas, avant de se lancer, je voudrais aussi remercier... salut Patrick, heureux de t'avoir en direct. Je voudrais remercier celles et ceux qui sont déjà passés par une autre manière de nous soutenir, qui est l'option Super Chat. Merci à tous. Salut Maître Eolas. Oui, il y aura des parenthèses aujourd'hui, des petites parenthèses. Il y en aura quelques-unes. Heureux en tout cas de vous avoir parmi les fidèles chutistes et je sais que souvent vous apportez votre expertise dans le chat, que ce soit ici ou Telegram. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Salut Lionel. Merci beaucoup. Sonner au bois, résonner musette. Voilà, on va parler du bâillon. Justement, on va parler du bâillon et on parlera peut-être on parlera un petit peu parce que vous étiez tellement nombreux à me solliciter sur le fait de savoir si Donald Trump s'est laissé aller hier au tribunal ou pas. Je vais vous donner ma réponse, je vais vous donner mon avis, peut-être je vais en surprendre quelques-uns, mais bon, en tout cas on va en parler. Merci à Maël qui est bloqué au travail mais qui nous rattrape au replay. En tout cas, si vous n'avez pas vu le résumé, le récap de l'épisode 3, allez le voir. Amael est un chutiste qui
habite New York et qui, pour nous, hein, pour la communauté, pour tout le monde, est allé sur les lieux du procès pour un petit peu nous montrer les coulisses, comment ça se passe, filmer, etc. etc. Il a terminé sa course à la boutique de la Trump Tower, qui est pas très très loin. Donc voilà, on a mis ces photographies dans l'émission juste avant. Allez la rattraper. Merci encore à Maël de ce que tu as fait pour nous. C'est vraiment extraordinaire de montrer que on a cette communauté qui dépasse ses fonctions de simplement être des spectateurs. Vous participez à l'évolution de cette émission, à la vie de cette émission et à l'enrichissement collectif du groupe. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci MM qui nous dit vive le replay. Ben, le replay, voilà, là on est en direct, hein, mais vive le replay. Ben, en tout cas, voilà, formidable. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et nous avons 3CPR qui est aux stickers comme d'habitude. Merci beaucoup 3CPR. Easy Anywhere, merci beaucoup aussi pour le super sticker. Et Olivier qui est content de nous retrouver. Ben, nous aussi. Et puis en parlant de retrouvailles, on vous donne rendez-vous, donc on est là aujourd'hui. Mais surtout, et c'est nouveau, c'est exceptionnel parce que demain sera une journée exceptionnelle. Rendez-vous dimanche donc à 20h. 14h au Québec pour la diffusion du premier doc de la chute, le premier doc de la chute réalisé par Thomas et Cody. On a testé le Trump Hotel à Las Vegas et donc voilà, demain on va vivre un moment fou. Soyez vraiment, débrouillez-vous, soyez au rendez-vous en direct parce que Cody sera là, on va regarder ensemble le documentaire, on va le commenter ensemble, il va nous raconter les coulisses, il répondra à mes questions et on a pas mal de petites surprises, y compris des petites choses à vous faire gagner. Je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir, je vais découvrir en même temps que vous. En tout cas, voilà, le documentaire que vous attendez tous. La surprise, c'est demain 20h en direct. Soyez avec nous, je crois qu'on va se régaler. En tout cas, moi, j'en ai vu les 3 premières minutes aujourd'hui qu'on a partagées pour nos abonnés Kiss Kiss Bang Bang et une séquence d'anthologie avec Cody. Je pense que ça va être assez exceptionnel. Donc, rendez-vous demain. On annule tout exactement. Soyez en direct, ça vaut la peine. Et en plus, cette fois-ci, c'est nous qui allons vous remercier en vous faisant gagner des petits cadeaux sympas. Vous verrez ça, donc voilà, demain 20h, case exceptionnelle pour un rendez-vous unique et exceptionnel. Le premier, peut-être il y en aura d'autres, le premier rendez-vous des docs de la chute. Vous vouliez des documentaires la chute, on vous fait des documentaires la chute. Voilà, on fait une pause et on se retrouve tout de suite après pour, vraiment, cette fois-ci c'est certain, on y va, le récap du 4e épisode du procès pénal de Donald Trump, c'est la chute. À tout de suite. Voilà. Nous revoilà donc pour une journée qui était vraiment importante parce que c'était celle qui permettait de terminer cette phase de sélection du jury. Lundi va débuter les commentaires liminaires, donc l'ouverture du procès où chaque partie va venir présenter les points forts de son dossier, présenter ses intentions, ce qu'il veut démontrer. Il va présenter ça donc au jury. On va parler tout à l'heure un petit peu plus du jury. Et comme d'habitude, la journée a débuté par l'arrivée de Donald Trump. Je vous ai expliqué cette espèce de rituel où il poste sur Truth Social, arrive au tribunal
fait une déclaration devant les médias et puis après disparaît pendant le reste de la journée, pendant les longues heures du procès où il n'a pas le droit de partir, hein. Il est obligé d'être installé là comme n'importe quel autre prévenu. Et donc ça a débuté par son arrivée et sa déclaration. Donc c'était vendredi matin, un petit peu après 9h. On regarde donc un extrait de la première déclaration de Donald Trump qui est censé donner le tempo pour la journée et permettre à ses alliés ensuite d'aller sur les plateaux de télévision, principalement Fox News, et de répéter à l'envi ces thèmes-là. On écoute ça tout de suite. And people know it's very unfair. The gag order has to come off. People are allowed to speak about me, and I have a gag order, just to show you how much more unfair it is. And the conflict has to end with the judge. The judge has a conflict, the worst I've ever seen, and it has to end with the judge. The gag order has to come off. I should be allowed to speak. Every time I come out to speak to you, I want to be open because we did absolutely nothing wrong. I showed you yesterday 32 stories of experts, legal experts, and I don't have one the other way. 32 stories of legal experts saying very strongly there's no case, this case shouldn't have been brought. Trump did nothing wrong, and they say it strongly, Trump did nothing wrong. So they ought to get rid of the conflict with the judge, because that's something that he cannot do anything about. It's wrong. It's wrong. And the second thing is I have to be released of a gag order. They've taken away my constitutional rights to speak, and that includes speaking to you. I have a lot to say to you, and I'm not allowed to say it. And I'm the only one. Everyone else can say whatever they want about me. They can say anything they want. They can continue to make up lies and everything else. They lie. They're real scum. But you know what? I'm not allowed to speak. And I want to be able to speak to the press and everybody else about it. So why am I gagged about telling the truth? I'm only telling the truth. They're not telling the truth. The judge has to take off this gag order. It's very, very unfair that my constitutional rights have been taken away. Thank you very much. Are you going to keep posting about Michael Cohen? You want to talk about Michael Cohen? Bon voilà, l'homme à l'accordéon invisible, exactement. Donc pendant 2 minutes, vous avez eu Donald Trump en train de parler pour expliquer qu'il n'a pas le droit de parler. Donc c'est quelqu'un qui vient tous les jours parler à la presse, tous les jours attaquer tout le monde, dont le juge. Il a encore dit une fois que le juge était corrompu, qu'il avait des intérêts particuliers dans ce dossier, qu'il devait se retirer. Et puis l'essentiel de son discours était autour de son bâillon, c'était le thème de la journée, en disant le fait, le mot-clé ici, c'est qu'il explique que non seulement il dit la vérité, simplement que la vérité, et qu'on l'empêche de s'exprimer. Donc ça, c'est pour la récupération électorale, pour dire à ses électeurs, vous voyez, j'ai des choses à dire, on m'empêche à les dire, c'est un procès pour se débarrasser de moi, c'est un procès politique. Et puis plusieurs fois, et donc ça c'est une préparation de futurs appels, parce qu'on en est là, mais on peut pas lui reprocher, c'est une erreur qui a été faite par Alina Habba, et on a suffisamment allumé Alina Habba lors du procès pour fraude avec le juge Engoron, qu'elle n'a pas préparé, ou peu ou mal préparé, les possibilités d'appel. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, Trump a utilisé en permanence ce mot de constitutionnel, de mes droits constitutionnels. Donc, c'est une préparation, une préparation à une tentative d'appel qui pourrait, en théorie, monter jusqu'à la Cour suprême en disant qu'on l'empêche d'exprimer son droit à la parole, le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Mais bon, l'ironie de tout ça, c'est que encore une fois, Trump joue sur l'ambiguïté, sur le fait que
qu'il y a effectivement un bâillon, le gag order, qui est en place contre lui et qu'il n'a pas le droit de s'exprimer en s'exprimant à la presse pendant plus de 2 minutes. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que évidemment, il ne va pas dire les raisons de ce gag order. Le gag order est limité. Il a le droit de parler, il a le droit d'attaquer le juge, il a le droit d'attaquer verbalement le procureur de Manhattan, Bragg. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, bien évidemment, c'est de s'attaquer, comme il a fait, aux familles de ces personnes-là et surtout aux témoins et aux membres du jury. C'est ce qu'il est interdit, c'est ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc, il joue sur cette ambiguïté en disant « on m'empêche de parler ». Et pourquoi il n'a pas le droit de s'attaquer à ces personnes-là? Parce que on sait que ces propos, et chaque fois, je sais, je me répète, mais c'est important, il faut replacer ces procès dans ce contexte-là. Le fait que d'essayer d'amener Donald Trump à la justice est extrêmement compliqué et dangereux. On fait souvent des parallèles avec les procès dans les années 60, 70, 80 de parrains de la mafia et des risques que ça représentait pour tout le monde, juges, témoins et membres du jury. C'est exactement la même chose. Et à ce sujet, on va regarder ça tout de suite. Le Lincoln Project. Le Lincoln Project, vous le savez, c'est un groupe constitué d'anciens républicains qui aujourd'hui sont devenus les opposants peut-être les plus virulents, en tout cas sur les réseaux sociaux, contre Donald Trump, que Donald Trump a cité plusieurs fois dans des discours et en a fait ouvertement des ennemis. Comme on dit aux États-Unis, le Lincoln Project habite gratuitement dans le cerveau de Donald Trump. C'est qu'il n'hésite pas à faire des pubs, et puis c'est eux qui ont eu, par exemple, lorsque Trump était président, on savait que tel jour à telle heure, il regardait religieusement une émission à Fox News. Donc, ils sont allés acheter des pubs contre Donald Trump, où il s'adressait à Donald Trump en lui expliquant, par exemple, qu'il était trahi, qu'il ne devait pas faire confiance à son entourage, etc., etc. Il jouait sur sa paranoïa et ils les ont diffusés dans les émissions sur le canal local où on était certain que Trump pouvait les voir, et le lendemain, ça n'a pas manqué, ils ont réagi. Et donc là, plus sérieusement, ils ont fait un spot publicitaire sur les effets des attaques répétées de Donald Trump, les effets et les risques des attaques de Donald Trump sur la justice. On regarde ça tout de suite. Trump went crazy on social media. Sounds about normal, right? But this time, he was targeting the judges overseeing his criminal and civil trials, asking, how many judges do I have to endure before somebody steps in? Somebody steps in? To do what, Donald? To attack the judges? To kill them or their families? He told a violent mob that attacked the Capitol, be there, we'll be wild. We're going to walk down to the Capitol. He told the Proud Boys to stand by. Stand back and stand by. He told us these were good people in Charlottesville. Very fine people on both sides. Now, he's putting the lives of these judges and their families in danger. He knows that his followers are just waiting for the signal. So when the attack comes, you'll know who ordered it. We've said that Donald Trump is corrupt. We've told you he's an authoritarian. We've said that he's dangerous. But we've never said he doesn't know exactly what he's doing. C'est une publicité extrêmement forte et qui, en plus, relève, à mon avis, une vérité, c'est qu'il n'y a rien d'innocent dans la stratégie de Donald Trump. Le côté que la carte, parfois il joue, je ne sais pas si vous en souvenez, la première fois où ça a été évident qu'il menaçait tout le monde, ça a été quelques semaines après ses inculpations, avant les procès, où il avait fait ce message sur Truth Social en général, en disant en gros, si vous parlez contre moi, je vais vous attaquer. Je ne me rappelle plus la formulation exacte, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il fait. Donc parfois, il se cache des excuses en disant « Ah ben c'est pas moi
moi qui l'ai dit, je recite, il avait posté par exemple cet article d'un magazine qui mettait les deux photos côte à côte où lui était avec une batte de baseball et on avait le sentiment qu'il allait fracasser la tête de Bragg. Tout ça, ce ne sont pas des accidents. Donald Trump veut rendre l'exercice de la justice impraticable. Il veut que les gens réfléchissent à 2 fois avant de venir témoigner. Et c'est encore quelque chose qu'on a vu vendredi lorsque on a eu des gens en larmes qui ont expliqué qu'ils ne voulaient pas être sélectionnés comme membres de ce jury parce qu'ils avaient peur. Ça paraît complètement fou, mais il faut se le dire, il faut le répéter, des gens en larmes parce qu'ils avaient peur d'être sélectionnés pour devoir juger Donald Trump et des conséquences négatives que cela pouvait avoir sur leur vie, des conséquences négatives que cela pouvait avoir sur leur sécurité. Donc voilà, c'est complètement fou de penser que 1, c'est un ancien président des États-Unis, 2, c'est le candidat, même si il va falloir attendre le mois de juillet pour qu'il soit officiellement le candidat du Parti républicain, il sera le candidat du Parti républicain, et donc c'est quelqu'un qui terrifie une partie de la population qui a peur de venir simplement écouter des faits, regarder des preuves, entendre des témoignages, être confronté à un dossier et de décider sur ce dossier et uniquement sur ce dossier si la personne est coupable ou non coupable. Donc voilà, donc ça c'est l'exercice de la justice et on l'a vécu pendant ces 4 jours et c'est pour ça que la première signification de mon thème du jour, endurance, c'est l'endurance de la justice pour... et la justice, on en parle souvent avec un J majuscule, mais ce sont des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, mais là ce sont des hommes et des femmes qui ont subi et qui continuent à subir ces attaques-là et qui ont le courage de venir essayer d'exercer la justice sur Donald Trump. Donc voilà, donc ça c'était le premier thème autour du gag order. On sait aussi que à ce moment-là, Trump essaie de lancer différents ballons d'essai, c'est-à-dire ce qui va être la théorie du jour, on va venir défendre, et donc il a lancé une nouvelle théorie de la conspiration en expliquant cette fois-ci que ce procès en fait était piloté, on le sait, il le dit depuis le début, était piloté par la Maison-Blanche, par Biden, ce qui est complètement faux. C'est un procès qui se joue à New York au niveau de l'État. Le président, le ministre de la Justice n'ont rien à voir. Rappelons toujours que si Trump est face à la justice, c'est parce que des citoyens confrontés au dossier dans le cadre d'un grand jury ont décidé de le faire inculper, des citoyens, d'accord ? Et donc, il a lancé cette théorie que non seulement c'était piloté en sous-main par Joe Biden, mais qu'en plus de ça, il y avait des membres de la Maison-Blanche qui avaient infiltré le procès. On écoute ça tout de suite. It's coming from the White House. They have White House DOJ people in the trial, in the DA's office, representing the DA because he's probably not smart enough to represent himself. The guy got elected using Trump, and you're not supposed to do that. Very much like Letitia James, all of it. Voilà, donc... ce qui est intéressant aussi, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission, entre lundi et aujourd'hui, entre lundi et vendredi, vous vous rendez compte le manque de conviction de Donald Trump, le manque d'énergie, mais moi surtout je trouve de conviction, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans le chat. On a ce sentiment que
même lui, il ne croit pas à l'excuse du jour. Donc là, il nous explique que la Maison-Blanche a infiltré le bureau du procureur Bragg parce que justement le procureur Bragg n'est pas assez intelligent. Donc vous voyez, il a le droit d'attaquer qui il veut, il le fait encore. Hein, ce n'est pas dans le cadre de son bâillon. Donc et que le procès lui-même est infiltré. Alors comment, on le saura jamais parce que évidemment c'est de l'invention Donald Trump. Mais ce qui moi m'a frappé, c'est la manière, aux États-Unis on dit quand on va through the motions, c'est-à-dire qu'il passe d'un point à l'autre et que lui-même dans son discours, il n'y croit plus. Et oui, Vladimir, c'est exactement ça. Il sent la défaite approcher. C'est aussi mon sentiment, c'est le sentiment lorsque l'on écoute ses alliés sur Fox News où par exemple on n'est pas intéressé par essayer de prouver la non-culpabilité de Donald Trump, on essaye soit de trouver des excuses en disant il ne savait pas, soit de dire c'est la faute d'autres qui l'attaquent, comme aujourd'hui la Maison-Blanche, et c'est aussi cette idée de essayer de se dire bon ben de toute façon le procès, la seule manière de s'en sortir, c'est de partir dans des appels ou c'est d'espérer que parmi ces membres du jury, il y a quelqu'un qui est en fait un allié de Donald Trump et qui va refuser, donc un hold-out, qui va refuser de voter la culpabilité de Trump et du coup va permettre au jury de ne pas pouvoir prendre une décision. Il faut, je vous rappelle, il y a 12 membres du jury, il faut que la condamnation soit à l'unanimité sans l'ombre d'un doute, et c'est sur ça que joue Trump. Il n'y a jamais aucun discours sur la volonté de démontrer son innocence, de prouver son innocence. Pourquoi ? Parce que on sait l'importance du dossier, on sait l'importance des preuves, il y a des documents audio, il y a des textes, il y a des témoignages extrêmement forts, on en parlera à mesure que cela arrive la semaine prochaine. Moi je suis très impatient d'avoir le témoignage de Karen McDougal par exemple, que je pense que Trump redoute parce qu'on ignore l'ampleur de sa relation avec elle, le fait qu'elle a été sa maîtresse régulière pendant au moins, au minimum, toute la grossesse de Melania Trump. Je pense que c'est un moment qu'il redoute. Et puis, ce qui peut-être est moins intéressant en termes de ragot, mais qui est plus intéressant en termes de justice, ça va être le témoignage de David Pecker, qui est l'ancien patron du National Enquirer, qui a négocié en 2018 un accord extrêmement serré avec le gouvernement américain de collaborer sur ce dossier-là pour ne pas être poursuivi à son tour parce qu'il y a eu fraude fiscale, etc., pour protéger Trump. Et il a chargé Trump et il n'a pas le droit de revenir sur ces déclarations-là. Et donc c'est le problème de ce dossier-là, c'est que toutes les personnes autour de Trump soit ont déjà collaboré avec la justice en racontant les charges qui sont retenues contre Trump, donc il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là, soit ont déjà été condamnés pour justement avoir participé à cet effort-là de Trump de faire de fausses déclarations, des fraudes comptables pour lui permettre d'acheter des informations compromettantes et d'empêcher que ces informations arrivent aux électeurs alors que nous sommes dans les derniers mois de la campagne de 2016. Et donc c'est pour ça que du côté de Trump, il n'y a pas ce discours de dire on va prouver notre innocence, et c'est pour ça que c'est une situation complètement étrange. On est dans un procès où de manière inconsciente et parfois consciente, on considère que Trump est coupable et que donc on se dit comment il va s'en sortir.
il est coupable, mais comment il va s'en sortir, y compris au niveau des alliés de Trump, où on réfléchit en termes de stratégie, et on va tout de suite justement faire ce détour par cette trame de stratégie, le plus étrange ballon d'essai qui est mis en avant depuis une semaine par le camp de Donald Trump, et principalement sur Fox News, avec cette idée de se dire, bon, de toute façon, évidemment, ils vont pas dire à l'audience, de toute façon, Donald Trump est coupable, donc autant sortir autre chose. Donc on maquisse autant Donald Trump est coupable de toute manière, c'est déjà décidé, la justice va le condamner. Et donc, il faut passer à autre chose. Et cette idée folle qui est développée, on avait vu en début de semaine Alina Habba qui nous expliquait que si Donald Trump était arrêté et interpellé et mis en prison parce que il ne respectait pas le bâillon et parce qu'il exerçait son droit à la liberté de parole, il serait l'équivalent de Nelson Mandela. C'est un thème qu'on a vu toute la semaine. On va commencer donc sur Fox News sur le fait que peut-être la seule manière que maintenant Trump puisse se sortir, en tout cas politiquement, de ses problèmes, c'est qu'il se fasse arrêter. C'est complètement fou, mais c'est en tout cas ce que jour après jour, et je vous le signale parce que je suis habitué au fonctionnement de la politique américaine et à l'utilisation de Fox News pour préparer l'opinion et pour essayer d'aller tester des idées et voir comment on réagit. Toute la semaine, on va avoir des vidéos qui ont été publiées mardi, jeudi et vendredi. On a conseillé à Trump de se faire arrêter, de ne pas respecter le bâillon, de se faire arrêter parce que cette arrestation lui permettrait, d'après les génies de Fox, d'être réélu facilement. Donc voilà, on va regarder la première vidéo dans ce sens-là. Piers Morgan made a really good point, which surprised me, that the judge in Trump's trial said he would arrest him if he goes to his son's high school graduation, Barron Trump's high school graduation. Trump wants to go to his son's graduation, and the judge says if he goes, he'll be arrested. Yeah. And Piers said he should go and get arrested. And that, I mean, you would win in a landslide. Yeah. Does that make sense? No, it does. Absolutely. I know. Yeah. Alors ce premier extrait, ça vient d'une émission qui s'appelle Gutfeld. C'est l'émission Actu Humour de Fox News. C'est une émission de deuxième partie de soirée. C'est quelque chose, je pense qu'à terme, vous allez voir débarquer sur des chaînes comme CNews, au-delà des débats. C'est l'idée de se dire, tiens, on va faire une émission d'humour qui traite de la politique. En fait, ça traite de la politique que dans un sens évidemment pro-Trump. Et donc, on s'est rendu compte que l'humour était un véhicule intéressant pour faire passer des idées et donc des mensonges. Donc, par exemple, tout le discours de Gutfeld part de mensonges en 100% en disant que le juge, il le répète 2 ou 3 fois parce que ça aussi c'est un processus d'endoctrinement de répéter les mêmes choses. Il répète donc 2 à 3 fois que le juge a dit à Donald Trump que s'il allait à la fête de fin d'études de son fils, il serait arrêté. Le juge n'a jamais dit ça. Trump a demandé la permission, les avocats de Trump, d'aller à la fête de la cérémonie de fin d'études au niveau du lycée de Barron Trump, et le juge a répondu qu'il ne prendrait pas de décision pour l'instant, qu'il verrait à ce moment-là où on en est de l'avancée du procès, et que s'il n'y a pas de retard, il serait d'accord. Donc, je vais voir, c'est devenu, il veut le balancer en prison. Donc ça, c'est la première, c'est le premier niveau. Mais au-delà de ça, on tourne l'idée, mais ok, il devrait le faire parce que s'il est arrêté,
bah, ça lui permettrait de gagner in a landslide, donc de gagner avec un triomphe électoral. Donc ça, c'est une première fois, c'était lundi soir. Et on a une deuxième vidéo, cette fois-ci c'est Jesse Watters. Jesse Watters, c'est la personne qui a remplacé Tucker Carlson. C'est une émission qui est en Access Prime Time. Donc c'est le moment où il y a la plus forte audience de Fox News, juste après Sean Hannity. Sean Hannity, on le garde pour après. Allez, tout de suite, Jesse Watters. Make them put me in jail. I would have a tweet about something maybe perhaps I said on the 5 or Jesse Watters primetime, and I would force them to throw me in jail if I were... Donc voilà, donc encore une fois, c'est Fox News qui conseille à Trump, et quand on sait l'impact de Trump sur l'impact de Fox News sur Trump, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc c'est Jesse Watters qui dit, ben moi si j'étais Trump, je ferais un tweet sur Truth Social sur un des membres du jury pour les forcer à me mettre en prison, faire de moi une victime politique. On l'a vu, je vous ai montré avant-hier la vidéo de Lara Trump qui considère que Donald Trump désormais est un otage de la justice. Donc il y a vraiment tous ces éléments de langage qui emmènent vers ça. Et le dernier élément de langage, c'est hier soir sur Fox News, Sean Hannity, donc l'émission la plus populaire en prime time, la plus grande émission de Fox News, où on remet une dernière couche sur cette idée que si Trump est arrêté, il gagnera l'élection de novembre très largement. On regarde ça tout de suite. So frightening for our country. Do I want to see him in jail? Absolutely not. I wouldn't put it past this judge, though. And President Trump should be allowed to be out on the campaign trail every single day. This trial shouldn't even be going until after the election. Let me ask you. If they try to put the former president in jail, you know, 100 and some odd days before an election, you really believe that's going to happen? What do you think the country's reaction to that is? I think he'll win by even a bigger landslide than he's going to win by already. All right. Donc voilà, donc l'idée à suivre, on verra si ce n'était qu'un ballon d'essai et que ce ballon d'essai est abandonné et n'ira pas plus loin. Mais donc toute la semaine, il y a eu une sorte d'escalade verbale des alliés de Trump, que ce soit Alina Habba, Lara Trump et Fox News, pour cette idée que la semaine prochaine, Trump devrait déborder, ne pas respecter son bâillon. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que mardi est une journée extrêmement importante. Mardi matin, à New York, il va y avoir cette audience sur justement les multiples dérapages de Donald Trump n'ayant pas respecté son bâillon judiciaire, pour savoir quelles sont les conséquences. La première des conséquences, vous l'avez vu, on en a parlé hier, qui est extrêmement efficace à mon avis. Ce sont le bureau du procureur qui a refusé de donner les témoins, l'ordre des témoins qu'ils vont faire appeler à la barre à partir de la semaine prochaine. Ce n'est pas une obligation, c'était une forme de courtoisie depuis toujours dans des procès, c'est que le procureur donne à l'avance, et quelques jours à l'avance, le nom des témoins qui vont venir à la barre pour permettre à la défense de mieux préparer ce dossier. On a une liste de 42 témoins, donc au lieu d'être prêt tous les jours pour 42 témoins, on sait qui va arriver. Et cette fois-ci, le procureur a dit non, on refuse parce que vous mettez nos témoins en danger, donc on ne vous donnera pas la liste, à vous d'être prêt pour n'importe quel an, ce qui est problématique pour les avocats et ce qui est problématique pour justement toute cette espèce d'appareil de communication autour de Trump, parce que on l'a vu dans le procès Engoron,
téléphone quand on savait que, par exemple, ça allait être un comptable qui venait témoigner. La veille, sur Truth Social et sur Fox News, la machine à broyer républicaine venait discréditer cette personne. Là, sans avoir les noms, c'est compliqué. Donc, c'est une manière, sans aller, et ça sera samedi, ça sera mardi, on va connaître la punition officielle. Est-ce qu'il va avoir une amende? Est-ce que ça va aller plus qu'une amende? Ça peut aller jusqu'à de l'incarcération. Ce n'est pas quelque chose qui se passera immédiatement, sauf si Trump crée un incident, mais ce n'est pas quelque chose qui se passera immédiatement. Je vous expliquais pourquoi c'est nécessaire pour justement éviter les appels plus tard qu'il y ait une graduation dans les décisions du magistrat. Il ne peut pas aller tout de suite dans une décision qui soit trop dure, parce que sinon Donald Trump pourrait utiliser ça en expliquant que voilà, c'est la preuve que le juge ne peut pas être honnête avec moi, il ne peut pas exercer la justice de manière équitable, donc il va falloir le faire de manière progressive, mais en tout cas ces peines-là existent, et donc en prévision de cette audience mardi, on a vu tous ces éléments de langage monter, donc c'est évidemment quelque chose que l'on va suivre. Pour terminer sur la décision confirmée par le juge, parce que c'est légal de la cour, de l'équipe de procureurs de ne pas communiquer les noms. Hier, vendredi, une nouvelle fois, parce que c'est vraiment embêtant pour les avocats de Donald Trump, ils ont redemandé que le procureur change d'avis, et donc le procureur, pour montrer sa bonne volonté, a donné cette nouvelle règle du jeu en disant voilà, ce qu'on va faire, c'est que dimanche, on va vous communiquer le nom d'une seule personne. En gros, on va vous gâcher le week-end, déjà pour commencer, mais dimanche, on va vous communiquer le nom de notre premier témoin. Si le nom de cette personne sort dans les médias ou sur une plateforme Truth Social ou X avant lundi, c'est terminé. Pour tout le procès, vous serez à l'aveugle. Donc évidemment, on va suivre ça. Vous imaginez au niveau de Trump la tentation de savoir dimanche, je ne sais même pas si ses avocats vont lui dire, voilà, le premier témoin, ça va être X ou Y, parce que pour Trump, cette tentation de se dire, mon Dieu, mais je peux aller, hein, il en fait souvent qu'à sa tête, et il pense qu'il est son meilleur ambassadeur, et son meilleur avocat, c'est lui. Et donc, cette tentation de se dire, mais je peux aller détruire, entre guillemets, ce témoin sur Truth Social et j'ai pas le droit de le faire. Donc, ça va être bien. Effectivement, comme l'écrit Yasmine, c'est un test. C'est exactement ça. Donc, c'est ce qui a été décidé vendredi en termes des témoins. Donc, les témoignages vont commencer à partir de mardi. Et c'est pour ça que je vous dis d'être sur la sonnette. C'est que au-delà de nos récaps, il y a des témoignages où on va être en direct avec vous. On sera là pour Stormy Daniels, on sera là pour Michael Cohen, on sera là pour le patron l'ancien patron du National Enquirer, pour Karen McDougal, et puis évidemment, on va en reparler tout de suite après, si Donald Trump témoigne. Donc voilà, ça va être à suivre. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite dans la chute.
Voilà, nous revoilà de retour. Je voudrais remercier, vous êtes très nombreux aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment formidable. Déjà, vous remercier en général d'être de plus en plus présents à nos rendez-vous. Ça va s'intensifier tout le long de ce procès. On a le récap et puis vous le savez, à partir de la fin de l'été, lorsque on va rentrer dans les derniers 3 mois de la campagne, on va être là d'une manière vraiment importante pour conclure sur notre nuit électorale. Comme on le dit souvent lorsqu'on discute de notre programme avec Thomas et Cody, on se dit on va essayer d'être en direct le temps qu'il faudra. Si c'est 24 heures, on sera en direct 24 heures. Si c'est plus, on sera en direct plus. Mais on va vivre avec vous tous ces moments-là. Donc vraiment, c'est très sympa de voir que l'émission marche de mieux en mieux, que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à la chaîne. Là, je vois que vous êtes plusieurs à nous regarder sur Twitter. Donc si vraiment vous êtes sur Twitter, c'est très bien, mais vraiment, venez discuter dans le chat. C'est là que ça se passe. Notre chat YouTube, c'est vraiment très sympa. Et venez vous inscrire à la chaîne. Je voudrais aussi remercier Daniel Favier pour ton super sticker. J'ai hésité une seconde parce que je me demande si c'est pas le nouveau nom de Zbulator, je ne sais pas quoi. En tout cas, merci. Ça c'est plus simple comme ça pour moi. Merci JB de ton super chat aussi. Exactement, elle est folle de rage. Marjorie Taylor Greene qui avait en gros mis l'avenir. Donc on va suivre l'avenir de Mike Johnson, le speaker de la Chambre des représentants, en balance, en disant que si le texte d'aujourd'hui passait, et comme on l'a vécu quasiment en direct, en breaking news, en ouverture de cette émission, le texte de financement de l'aide pour l'Ukraine, pour l'Israël et pour Taïwan a été voté ce matin. Donc on va voir ce qui se passe avec Marjorie Taylor Greene. Merci Richard de te retrouver depuis Montréal, qui nous dit qu'il arrive à s'adapter. C'est la moindre des choses compte tenu de tout le travail effectué par la team. Merci beaucoup en tout cas Richard de ta fidélité, que ça soit ici ou sur Kiss Kiss Bang Bang. Allez jeter un œil, je sais que Cody a dû vous partager, ou il va le faire, vous partager le lien de notre page Kiss Kiss Bang Bang. C'est une manière très efficace de nous soutenir. C'est grâce à ce soutien-là que nous avons pu faire le documentaire que nous vous présenterons demain à 20h. Notez-le, 20h, les docs de la chute. Nous avons testé le Trump Hotel de Las Vegas, Cody et Thomas dans leurs œuvres. Demain 20h, c'est grâce justement aux dons sur Kiss Kiss Bang Bang qui vous donne accès aussi. Il y a pas mal d'avantages, comme par exemple avoir vu les 3 premières minutes du documentaire ce matin et qui vous donne accès aussi à un chat où je suis extrêmement présent, où on discute politique américaine, on discute les affaires de justice, on échange tous les documents. On a accès. Il y a un travail formidable de Irène et d'Olivier de rassembler tous ces documents-là pour les avoir en référence. Donc ça fait partie des services qui sont offerts. Il y a le travail formidable aussi de Aline qui indexe toutes nos émissions, la chute depuis le début, depuis le 20 décembre 2020, pour que vous alliez plus facilement retrouver. Lorsqu'il y a un sujet qui vous intéresse, allez les retrouver sur notre page YouTube. J'ai dû rater un ou deux super chats parce que vous êtes très nombreux. Vraiment, merci Yves de ton soutien, Johan de ta fidélité et de ton soutien. Très heureux de t'avoir parmi nous en direct aujourd'hui. Également, merci Marie pour ton super chat et puis ton message très sympa qui elle aussi aime le format récap. C'est formidable, on va continuer Marie-Claude en tout cas à vous livrer ça. Donc concrètement vendredi, donc on retourne au récap, donc vendredi de l'épisode 4 du procès au pénal de Donald Trump. Il y a eu jeudi soir, ça s'était terminé sur la constitution d'un jury, 12 jurés avec la nécessité maintenant d'avoir les 6 remplaçants. Un seul avait été sélectionné. Ça a été extrêmement rapide pour avoir les 5 remplaçants nécessaires. Et il y a eu ce moment complètement fou vécu en direct. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai fait sur mon compte X, je ne vais pas vous montrer d'images terribles à suivre, mais ce qui s'est passé en direct sur tous les médias américains, parce que le timing n'était pas un accident.
on avait vu la veille, grâce aux photos d'Amael, comment étaient installés les lieux avec en fond, hein, vous le voyez ici, donc ça c'est une photo de Amael, un de nos chutistes qui est installé à New York, où il y a les parapluies, tout ça, ce sont où attendent les médias. Et derrière la barrière, c'est ce qu'on appelle la fan zone, donc c'est l'endroit où viennent se masser le public. Masser, c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas grand monde, comme nous montraient les photos d'Amael. Vous voyez en fond les cars avec les paraboles, les cars satellites. Et donc, en arrière-plan, des journalistes qui étaient en direct pour dire « ça y est », moment historique, il y a 12 membres du jury et 6 remplaçants qui ont été sélectionnés. Lundi, le procès commencera de manière concrète. Une personne est venue s'immoler. Ce que je vais vous montrer, c'est le moment où la presse, le CNN pour le cas, a découvert ça en direct. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune image difficile dans ce qu'on va vous montrer. What do you say? We also are seeing an active shooter is in the park outside the court. We have a man who is... Donc voilà, donc c'est le moment en direct où CNN apprend, il pense d'abord que c'est une fusillade, la personne est décédée de ses brûlures, de ses brûlures dans la nuit. C'était, et c'est pour ça aussi que je vais vous en parler, c'est parce que c'était un théoricien de la conspiration. Souvent on parle de toutes ces conspirations, donc certaines QAnon et compagnie qui nous font rire. Il y a aussi de manière concrète l'aspect dangereux de tomber dans ces vérités alternatives, qu'elles soient contre le vaccin ou comme lui était persuadé qu'il y avait une conspiration mondiale, que Biden et Trump travaillaient ensemble. C'est le panneau qu'il portait quelques minutes avant de s'immoler, que Biden et Trump travaillaient ensemble dans une conspiration mondiale qui était très dur à résumer, mais qui impliquait les crypto-monnaies. Et donc voilà, ce sont les effets sur des personnes isolées, sur des personnes qui ont vécu des drames personnels. Sa mère était décédée dans l'année. Des personnes qui sont influencées par ce qu'ils voient et ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent, entre autres sur les réseaux sociaux, qui font leurs recherches. Il se décrivait lui-même comme un chercheur indépendant et qui arrive à ces points ultimes. Comme le dit Isa Pitt, c'est terrible les effets de la désinformation. Donc voilà, donc il y a eu cet incident qui s'est passé au moment où le procès était en pause déjeuner, donc ça n'a pas eu d'incidence sur l'audience, ça n'a pas perturbé l'ordre des choses, et l'ordre des choses, c'était l'après-midi, une fois que le juge avait renvoyé le jury à leur domicile en leur rappelant les conditions de sécurité, le fait qu'ils étaient anonymes, qu'ils n'avaient pas le droit de parler avec leur famille, avec leurs amis, communiquer qu'ils faisaient partie de ce procès-là. Il leur a donné rendez-vous lundi à 9h30 en leur disant voilà, lundi ou même 9h parce que ça sera une journée un peu plus courte, lundi et mardi seront des journées un peu plus courtes, donc il leur a donné rendez-vous. Et puis le vendredi après-midi a été consacré à un moment clé qui est particulier à New York, c'est ce qu'on appelle le Sandoval Hearing. Le Sandoval Hearing, c'est quoi? Sandoval, c'est le nom d'une personne, Augustine Sandoval, qui en 1974 était jugé à New York pour un meurtre, et son avocat a fait une démarche pour que
lorsqu'il soit à la barre, il ne soit pas interrogé sur son passé. Il avait été, entre autres, arrêté sous l'influence de l'alcool au volant, et son avocat ne voulait pas qu'on vienne lui poser des questions sur son passé, parce qu'il disait, voilà, ça allait créer une situation déséquilibrée, une forme de préjudice, et le magistrat a accepté cette interprétation du droit en disant, effectivement, on est là pour juger quelqu'un sur les faits qu'il a commis et non pas sur son passé. Si les éléments de son passé n'ont pas de rapport avec le dossier et ne permet pas d'éclairer la culpabilité ou la non-culpabilité d'un inculpé, cela ne sert à rien d'en parler. Et donc, il avait limité la possibilité de parler du passé de Sandoval au procureur qui attaquait Sandoval. Et donc, depuis 1974, c'est devenu une étape obligatoire de la préparation d'un procès, de se dire, voilà, si notre inculpé, ici Donald Trump, vient à la barre, de quoi on peut lui parler. Et donc, vendredi a permis de faire le tour, je vais vous montrer les documents, du passé criminel de Donald Trump sur 3 pages. Donc, donc vous voyez, le Sandoval Notice, sur 3 pages, le procureur le procureur Bragg, le procureur de Manhattan, a expliqué pourquoi, quels sont les autres faits reprochés à Donald Trump, et en expliquant pourquoi il souhaitait en parler un par un. Donc ça va de l'inculpation, de la condamnation de Trump pour fraude, ça va de la condamnation pour Trump pour abus sexuels, ça va de la condamnation de Trump pour diffamation, ça va à la condamnation de Trump pour abus de la justice en déposant des plaintes sans fondement, entre autres une déposée par Alina Habba sur Hillary Clinton, où il a été condamné en solidarité avec Alina Habba à payer $1 million d'amende. Donc il y a tout le passé judiciaire de Trump, et c'est intéressant cette accumulation de condamnations. Déjà on voit, voilà, Trump, souvent lorsqu'on me dit non mais la justice n'avance pas, vous avez 3 pages de condamnation de Donald Trump, des condamnations récentes de Donald Trump. Donc la justice fait son travail, même si c'est un travail d'endurance. Hein, vous avez compris le thème de la journée. Donc le travail, la justice fait son travail, et ce sont des points intéressants, parce que si en fin de procès, fin mai, début juin, les 12 membres du jury reviennent avec une condamnation de Donald Trump, et que le juge décide d'emprisonner Donald Trump, et que Trump va faire forcément appel, et il va demander que pendant la durée de son appel, il soit libre, qu'il reste en liberté, le juge déterminera s'il peut rester en liberté ou pas à l'étude de son casier judiciaire. Et l'étude de son casier judiciaire, ce sont ces 3 pages. Donc c'est de montrer que Donald Trump n'est pas à sa première incartade avec la loi. Donc on a eu ce moment extrêmement intéressant, et Trump était là, où le procureur a expliqué pourquoi il voulait interroger Trump, si Trump passe à la barre, ce qui est la grosse question. Est-ce que Trump va passer à la barre? À titre personnel, je suis partagé sur est-ce qu'il va le faire ou pas. Il y a tout son discours habituel de je vais venir, et puis au dernier moment, et donc par exemple il va pouvoir utiliser cette déclaration Sandoval en expliquant que on veut lui faire parler d'autres procès à la barre, et que c'est que lui voulait venir, mais que c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu de l'ingérence électorale, encore une fois. Vous savez, tout son discours là, il a des risques à venir parler, mais d'un côté,
à ce moment du procès, il faut revenir sur la réalité de la chose, c'est que en bout de course, quelle que soit la force du dossier, quelle que soit, et là je me lance dans une petite parenthèse qui va être assez grande, si Maître Eolas est encore là, je ne sais pas, mais quelle que soit la force du dossier, c'est le jury qui va décider, sans l'ombre d'un doute, de la culpabilité ou de la non-culpabilité de Donald Trump. En gros, il peut y avoir 3 issues. Il peut être déclaré non coupable, hein, c'est une possibilité, il peut être déclaré coupable, ou il ne peut pas, il n'y aura pas de possibilité d'avoir de jugement contre Donald Trump, parce que le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, c'est là que commence la parenthèse, on va parler d'un juré parce que il y a un exercice en ce moment que je trouve assez vain, à mon avis, qui est d'analyser le peu d'informations que l'on a des membres du jury et se dire... regardez, ce jury-là, c'est celui qui est pro-Trump et qui va venir l'aider. Et c'est un exercice qui est fait par beaucoup de monde, médias, supporters et en tout cas public dans les tribunes, on va dire, les tribunes virtuelles des réseaux sociaux, mais aussi des alliés de Trump. Il y a eu ce tweet complètement fou de Matt Gaetz, je pense, qui était sur le juré numéro 2, où il se félicitait du fait que, voilà, Matt Gaetz, parce qu'un tweet disait, et c'est aussi le problème de ces résumés, de ces résumés en direct, qui sont que des résumés, qui sont faits dans le direct et qui ne sont pas complets. Et quand après on discute avec des journalistes qui étaient sur place, lorsqu'on coupe les informations, on se rend compte, c'est pas une attaque contre ce compte internet-là, mais ce compte Twitter-là, mais qui fait un travail formidable au-delà de ça, mais on se rend compte que finalement notre perception est faussée. Et c'est ce qui arrive avec Matt Gaetz. Donc on a le compte Citizen Free Press qui est installé dans la salle des journalistes et qui live tweet quelque part le procès et qui dit bonne nouvelle pour Trump, un des jurés met Truth Social comme une de ses sources d'information. Et donc Matt Gaetz dit voilà, très bonne nouvelle. Pour nous, le juré numéro 2. Et donc, même le New York Times a fait une liste aussi en parlant de tous les jurés sur leurs sources d'information, qui était une des questions, je vous avais expliqué, on avait fait le tour ensemble lundi dernier du questionnaire des 42 questions qui étaient posées, où on demandait aux personnes quelles étaient leurs sources d'information. C'était pour savoir en gros si essayer de déterminer leur couleur politique, et on voit que il y a un seul juré qui a choisi Truth Social. Hein, donc vous voyez là, c'est le juré numéro 2, il a choisi Truth Social, et il a aussi, c'est le seul qui a dit que il s'informait sur X. Donc moment de panique chez les personnes qui souhaitent que Trump soit élu, en disant ben voilà, c'est lui qui va empêcher que Trump soit condamné. Peut-être, on verra, on n'en sait rien. C'est lui qui va être empêché parce que ses sources d'information, c'est X et c'est Truth Social, la plateforme de Donald Trump. Source de célébration au niveau des supporters de Donald Trump. On vient de voir le tweet de Matt Gaetz. Et moi, je suis là déjà pour la première chose, pour vous expliquer ce qui s'est vraiment dit et de vous montrer que c'est dangereux de tirer des conclusions en général sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux de ces live tweeting en quelques mots. C'est normal, c'est un exercice extrêmement compliqué. On essaye de résumer en 3-4 mots et le plus rapidement ce qu'il vient de se passer alors qu'il y a eu un échange. Et donc la première chose que l'on sait de manière certaine de ce juré numéro 2, c'est qu'il n'est pas abonné à Truth Social. Donc déjà, il y a une grosse différence. Il n'est pas sur Truth Social, mais il suit les posts de Truth Social de Donald Trump et uniquement Donald Trump
sur Twitter, comme énormément de monde qui est intéressé par l'actualité, qui est abonné, qui ne veut pas aller s'inscrire sur Truth Social, et sur son compte Twitter, il est abonné à un compte qui reproduit les messages de Trump. Déjà, c'est pas le même niveau. Deuxième différence, c'est que lorsque le juge lui parle ou le procureur, je ne m'en souviens plus, lui parle de X, il dit non, pour lui c'est Twitter. Donc ça aussi c'est un signe parce que X, vous le savez, c'est un nom qui a été choisi par Elon Musk, et les supporters d'Elon Musk, qui sont souvent les supporters de Trump, ne refusent d'appeler le réseau social Twitter et parlent de X. Donc, deuxième étape, donc lui dit non, pour moi ça s'appellera toujours Twitter. Et le juré numéro 2 qui a fait faire des cauchemars à certains, il explique que aussi, il est abonné à des dizaines d'autres comptes qui sont extrêmement critiques de Donald Trump, dont le compte de Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump qui est ces dernières années sur ce dossier-là, et peut-être la personne la plus virulente publique contre Donald Trump, et qui connaît parfaitement le cœur du dossier parce que c'est lui, entre autres, qui a payé Stormy Daniels et qui a aidé à créer cette structure de catch and kill, donc d'attraper les histoires défavorables à Trump et empêcher leur publication. Donc d'un coup, on a un juré qui est pas vraiment sur Truth Social, qui n'est pas sur X mais sur Twitter, qui est abonné à Michael Cohen, et on se souvient qu'au moment de la sélection, ce qu'on a complètement oublié, c'est qu'au moment de la sélection, le procureur de sa sélection, le procureur dispose encore de 4 strikes. Le strike, le preemptive strike, c'est ce qui lui permet de dire, sans justification, non, on ne veut pas de lui. Et quand on a le sentiment, l'avocat de Trump avait le même droit, il a épuisé ses 10 cartouches, mais lorsque on est un avocat ou un membre de l'équipe du procureur, lorsqu'on a le sentiment que ce jury, parce que c'est évident, va venir nous poser un problème, on utilise le strike. Et l'équipe de Bragg, qui est dans la pièce, qui discute avec cette personne-là, qui mesure le ton de sa voix, d'accord, qui a toutes les informations que je viens de vous donner, n'a pas jugé utile de le disqualifier d'utiliser un strike. Donc, encore une fois, prudence sur ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, même si c'est fait sans aucune intention de désinformer. Ces formes de résumés créent du malentendu, donc ça c'est important de le garder en tête. Et puis en général, de savoir que l'exercice de la justice, c'est un exercice particulier, et évidemment, je vous en parlerai un de ces jours, il y a des exemples précis où la justice n'a pas pu être exercée parce que il y avait un fidèle à Trump dans les membres du jury, et qu'il a refusé d'entendre raison, et au bout d'un moment on a décidé qu'il n'y aurait pas de décision judiciaire. Donc c'est une réalité, mais on sait aussi que les personnes qui sont sélectionnées pour faire partie du jury prennent très au sérieux leur mission, et qu'on l'a vu dans le procès sur le montant de la diffamation, le montant que Trump devait payer en dommages pour la diffamation de Jean Carroll. Il y avait ouvertement quelqu'un qui regardait des podcasts 100% pro-Trump. Ça n'a rien à voir avec en étant sur Twitter et en voyant des messages postés par Trump sur Truth Social. Et cette personne a quand même décidé de condamner Donald Trump. Donc ne tirons pas de conclusion là-dessus. On fait une petite pause et on se revoit et on se reparle tout de suite après.
Voilà, nous, voilà, après cette longue parenthèse, Thomas me dit qu'il y a une question qu'il voudrait mettre en avant. Olivier qui nous dit comment ces jurés vont-ils pouvoir rester anonymes pendant tout le procès et surtout par rapport à leur entourage. Bah, c'est tout l'enjeu de la justice, c'est de les protéger. C'est clair que s'il y a la moindre fuite, c'est aussi pour ça qu'il y a des remplaçants. S'il y a la moindre fuite, c'est de remplacer. Le message qu'ils doivent donner à leur famille, c'est que pendant les prochaines semaines, ils font partie. Il n'y a pas un seul procès à New York, il n'y a pas un seul procès à Manhattan. Leur message, c'est de dire qu'ils ont été sélectionnés, ils font partie d'un jury, mais ils n'ont pas le droit. Évidemment, on ne peut pas aller vérifier ce que chacun leur dit. Si la situation devient trop compliquée, le juge a le pouvoir d'isoler le jury, c'est-à-dire de les assigner à domicile, pas chez eux, mais justement dans des chambres d'hôtel qui sont fournies par la cour. Il y a différentes mesures pour protéger leur anonymat et empêcher les fuites. Voilà, Olivier, en tout cas, merci. Et merci aussi Isa qui nous dit on ne saura rien des délibérations entre jurés, je suppose, quelle que soit la conclusion. Non, normalement, ce sont des choses... on le saura peut-être après, dans ce genre d'affaires-là. Il y a une course après aux médias d'essayer d'aller interviewer un des membres du jury, même si très souvent le juge, à la fin du procès, leur demande de jamais partager. Il n'y a pas d'interdiction, on ne peut pas interdire à un membre du jury d'aller communiquer après. Certains le font, certains essayent de vendre des livres, certains essayent de vendre leur interview. Donc on aura sûrement des informations, mais ça se passera après. Voilà, et Thomas me fait signe qu'il y a encore une de Anto. Salut Anto. Trump a déjà bien testé limite de son gag order. Y a-t-il des réactions du juge? Les réactions du juge, c'est que lorsque les avocats de Trump se sont plaints qu'il n'y ait pas de communication du nom des premiers témoins et qu'ils ont même promis qu'il n'y aurait pas de fuite et que les membres du procureur ont dit non, le juge a dit qu'il comprenait que c'était difficile de faire confiance après tous ces impacts-là. Et la réaction principale, on va la voir mardi il y aura sûrement une décision dès mardi, ce qu'on appelle une décision qui est prise au niveau du banc, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas quelques jours pour réfléchir, où il y a une demande de la part du procureur Bragg sur une dizaine de messages de Donald Trump que Trump soit mis à l'amende. Encore une fois, ça sera un montant que vous allez tous trouver ridiculement bas, mais c'est pour commencer le processus. On ne peut pas commencer en disant voilà, vous allez vous retrouver en prison. Donc la réaction du juge, Anto, je te donne rendez-vous dans le récap de mercredi matin, 8h, pour l'avoir dans le détail. Tant que j'y suis, je remercie aussi Linda pour ton super sticker. Merci Linda. Et merci également à Hélène. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien. C'est très apprécié. J'avais oublié de vous dire quelque chose qui est extrêmement important. On était sur Sandoval et puis je suis parti sur cette parenthèse, je pense nécessaire au niveau des jurys et de vous dire voilà, ne cédez pas à la panique. On a malheureusement très souvent des informations qui sont partielles et même dans tous les cas, voyons comment se passe ce procès. Ne tirons pas de conclusion à l'avance et ayons confiance dans la justice et on verra où tout cela nous mène dans quelques semaines, 5-6 semaines. La procédure Sandoval, non seulement est importante parce que ça permet de déterminer quels seront les sujets qui peuvent être abordés. Donc ça veut bien dire que tout le passé judiciaire, le passé criminel de Donald Trump, le procureur compte interroger Donald Trump dessus.
Et donc, il a demandé au juge qui lui donne la permission de pouvoir évoquer toutes ces affaires-là devant la Cour. Évidemment, du côté de Trump, on ne veut pas évoquer tout ce passé-là devant ce nouveau jury. Hein, on souhaite, donc il y a différentes excuses qui ont été utilisées. La plupart des excuses, le magistrat a noté et donnera sa réponse lundi. Et c'est possible que ce soit une réponse qui soit partielle, qui donne raison à Bragg sur certains aspects et raison aux avocats de Trump sur l'autre. On va voir, mais en tout cas, les avocats de Trump ont dit non, on peut pas parler par exemple de telle ou telle affaire parce que il y a des appels en cours. Et donc, le juge leur a dit, mais donc ça veut dire que, en gros, vous pouvez utiliser l'appel, là encore une fois je paraphrase, mais votre idée, c'est de dire, vous pouvez utiliser les appels pour empêcher les jurys de connaître une décision de justice, une condamnation. Et c'est ce que l'équipe de Trump essaye de faire. On va voir lundi dans quel camp se range le juge Merchan. C'est un moment important parce que on a de plus en plus d'avocats qui, dans leur procédure d'appel, utilisent les décisions du juge dans le cadre de Sandoval pour ensuite faire appel en disant, vous voyez, la décision du juge nous a handicapés, la décision du juge a empêché notre client de pouvoir se défendre convenablement. L'exemple qui est en cours et qui est considéré comme peut-être la seule possibilité à Harvey Weinstein, l'ancien patron de Miramax, qui a été condamné à New York. Bon, il a été aussi condamné ailleurs, donc ça ne changera pas son avenir en prison, mais ça pourrait faire annuler sa condamnation. Je vous dis vraiment, ce sont des enjeux extrêmement importants. Sa condamnation à New York, c'est que lorsque il y avait son procès à New York, il souhaitait, en tout cas, ses avocats avaient indiqué qu'ils souhaitaient venir à la barre. L'équipe du procureur a présenté 28 cas qu'il voulait évoquer, qui n'étaient pas les faits sur lesquels il était jugé, mais pour démontrer qu'il y avait chez Weinstein ce passé criminel. Le juge a donné raison au procureur en disant oui, vous avez le droit d'évoquer tous ces points-là. Résultat, les avocats de Weinstein ont dit à Weinstein qu'il ne pouvait pas témoigner parce que ça serait un témoignage trop à charge, donc il n'a pas témoigné. Et aujourd'hui, les avocats de Weinstein utilisent cette excuse pour dire, vous voyez, à cause de cette décision du magistrat, notre client n'a pas pu venir à la barre exprimer sa vérité. Et donc, lorsqu'on lit tout ça, c'est impossible de ne pas se dire que Trump va sûrement, en appel, utiliser Sandoval, quelle que soit la décision du magistrat. Mais en tout cas, c'est une décision qu'on va suivre avec attention dès lundi. Je vais lancer une nouvelle petite parenthèse parce que vous avez été très nombreux à me solliciter là-dessus et tout à l'heure on l'a vu dans le chat mais aussi énormément sur Twitter et sur KissKissBangBang sur le fait que on sait toute la semaine à part jeudi où il s'est plaint du froid, Donald Trump s'est endormi au moment de son procès à plusieurs moments. La plupart des journalistes l'ont vu et l'ont signalé dans leurs blogs et dans leurs articles et dans leurs interviews. Il n'y a aucun doute sur ce fait. D'ailleurs, il n'y a même pas eu forcément d'énormes attaques de Trump en disant non, c'est pas vrai, je ne suis pas endormi, je me concentrais. Et hier, il s'est endormi à nouveau et à partir de là, il y a eu sur les réseaux sociaux la naissance de ce qui est une rumeur, et ce n'est qu'une rumeur que Trump avait des problèmes gastriques hier et n'arrêtait pas de se laisser aller et d'infester ses avocats qui étaient autour de lui. Et c'est un aspect qui me gêne parce que la rumeur est sortie en premier sur
sur le site Medias Touch. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, mais aucun des journalistes qui étaient sur les lieux n'a confirmé la chose. On a quelqu'un qui fait un podcast, et c'est dommage parce que c'est là qu'on est dans des frontières extrêmement fines entre l'information. Ils font du très bon boulot la plupart du temps, mais il y a un agenda politique derrière, plus un agenda de créer de l'engagement et de faire des vues et de faire qu'ils deviennent incontournables. Et il y a donc c'est pas la première fois qu'ils font ça, et je trouve que c'est assez déplorable, c'est mon avis, de lancer ce genre de rumeurs, utiliser tout leur réseau et leurs employés, parce que la plupart des gens qui ont retweeté, c'est les premières personnes qui ont retweeté ça, ce sont des influenceurs qui sont payés par Medias Touch de lancer cette rumeur-là. Et vrai ou pas, on ne le sait pas, mais d'avoir transformé cette journée de vendredi à est-ce que Trump a pété ou pas pété, je trouve que c'est assez déplorable. Donc c'est pour ça que moi je n'ai absolument pas parlé. Et il n'y a, je le répète, donc d'un côté il y a un blogueur qui cite une source anonyme, et de l'autre côté tous les journalistes qui étaient sur place, aucun n'en a parlé. Donc après vous faites ce que vous voulez, vous croyez ce que vous avez envie de croire, mais en tout cas voilà. Donc la journée de vendredi c'est achevé sur une colère du juge Merchan, une colère vers les avocats de Donald Trump qui expliquaient qu'ils allaient déposer un nouvel appel. Donc au moment où ils annonçaient qu'ils déposaient un nouvel appel, un autre appel qui avait été déposé était rejeté, et donc ils allaient déposer un appel pour arrêter le procès dès lundi. On va voir ce dernier appel qui est complètement fou, parce qu'encore une fois il ne correspond pas à la réalité, et le juge vraiment a vraiment eu un moment de colère froide en expliquant aux avocats de Donald Trump qu'à un moment il fallait cesser, qu'il fallait qu'ils acceptent les décisions de la Cour, que la Cour avait pris tout le temps possible pour leur donner la parole, pour les entendre, pour aller au fond de multiples appels, mais que la réalité était là, que ce procès allait commencer lundi, et que c'était comme ça. Donc, premier moment de colère froide, et du coup, quelque part, celui qui va en payer le prix, c'est Donald Trump, qui, pensant que la procédure est terminée, se lève pour partir. Hein. Vous savez qu'en plus, c'est à la fois un des avantages du moins un des signes de respect de l'étiquette présidentielle, c'est que il est toujours le premier en tant que président et ancien président à quitter la pièce. C'est comme ça que ça se passe à Mar-a-Lago. Donc là, il estime que c'est terminé, il se lève, et le juge le reprend à l'ordre en lui demandant de s'asseoir, que ce n'est pas terminé, demandant de s'asseoir. Donc Trump s'assoit, et c'est l'étiquette d'une cour. Trump n'est qu'un accusé, c'est Monsieur Trump, c'est le citoyen Trump. Le juge s'en va. La procédure, c'est que c'est au juge de partir en premier, donc de lui donner ce respect-là. Et Trump a dû attendre que le juge parte pour lui partir à son tour. Donc ça a été la journée qui s'est conclue comme elle a commencé. Avec Trump devant les caméras, qui s'est plaint de la vitesse de la manière dont la sélection de ce procès a été fait. Hein. On a eu en une semaine, comme l'avait annoncé le juge Merchan, on a eu un jury, et les audiences liminaires débuteront lundi, les premiers témoins mardi. Et donc Trump s'est plaint de cette vitesse-là. D'abord
face aux caméras. On va voir l'extrait vidéo et je pense qu'il a fait un petit lapsus lorsqu'il s'est exprimé. On voit ça immédiatement et puis je vous raconte tout de suite après. Okay, thank you very much. Appreciate it. We just had another hearing, and the trial starts on Monday, which is long before a lot of people thought. The judge wants us to go as fast as possible. That's for his reasons, not for my reasons. Donc, il dit, voilà, le juge veut que ça aille le plus rapidement possible. Non, le juge ne veut pas que ça aille le plus rapidement possible. Il dit qu'il y a eu simplement, il y a eu tous les freins possibles et imaginables pour que ce procès n'ait pas lieu. On sait que depuis des années, Trump empêche cette procédure d'avancer. Il dit maintenant, le temps est venu, c'est le temps de la justice. Il prend toutes les précautions d'usage pour que le droit de Donald Trump soit respecté parce que c'est son devoir en termes de magistrat et parce qu'il sait que sinon ça serait utilisé contre lui. Donc il met tout ça en avant et Trump dit voilà, c'est la volonté du juge. Et puis dans la fin de sa phrase, et on sent que c'est de l'improvisation, c'est pas un élément de langage qui lui a été écrit, il dit ouais, mais ça c'est pas ma volonté. Et non, c'est pas ta volonté, Coco, on l'a bien compris. Ta volonté, c'est que le procès prenne du temps, qu'il soit suspendu et que tu ne sois pas jugé avant l'élection présidentielle. Tout le monde l'a compris, mais c'était pas suffisant. Il est allé sur Truth Social où il en a rajouté une couche en disant que le juge essaye, voilà, is railroading me at breakneck speed. Et donc, il dit, voilà, le juge est en train de m'écraser sous sa vitesse, à me briser la nuque, parce qu'il veut satisfaire ses amis. Et donc, c'est évidemment Biden et compagnie. Et donc, ce qui est amusant, c'est que, alors que Trump, en interview et sur Truth Social, explique que tout ça va très vite, de l'autre côté, ses avocats déposent son dernier appel qu'on va voir, qui a été déposé hier, en demandant que le procès soit suspendu et en expliquant que une des raisons pour suspendre ce procès-là, c'est que en fait il y a d'énormes difficultés à exercer la justice et à avoir un jury impartial, alors qu'on s'est rendu compte finalement le contraire. Il a fallu 3 jours et demi pour avoir un jury complet. Ces 6 remplaçants, 2 jurés ont changé d'avis, ils ont été remplacés sans aucun problème. Les jurés sélectionnés, excusez-moi, ont été validés par Donald Trump. Hein. N'oublions jamais ça. Ce n'est pas des jurés qui lui sont imposés. Il avait ces 10 requêtes et ils les ont utilisées 10 fois pour empêcher certaines personnes d'être là. Ils ont pu poser les questions, ils ont pu valider. Le juge a fait attention que chaque membre qui a été sélectionné était le fruit d'un compromis entre les avocats de Donald Trump et les membres de l'équipe du procureur. Donc c'est aussi son jury. Donc cette idée que tout ça c'est compliqué et on n'arrive pas est complètement folle lorsque à un moment on pose un appel en disant voilà c'est compliqué, on n'y arrive pas. Donc c'est un appel qui va être évidemment rejeté, mais c'est juste pour noter que voilà pendant le procès tout ça continue, on essaye encore une fois d'arrêter la justice et donc il y a cette endurance de la justice et puis l'endurance, on va voir cet autre message qui est en complet désaccord avec ce que vient de dire Trump. Donc c'est pas grave, il écrit ça quelques temps après en disant voilà ce procès c'est un concours long, truqué et d'endurance. Et c'est la leçon, j'ai vu passer certains des commentaires. On va regarder une nouvelle vidéo qui est juste quelques secondes après celle que vous venez voir. C'est la dernière vidéo de la journée, juste avant qu'il retourne se reposer à la Trump Tower. Vas-y Thomas. Or if you look at Angora,
where he said that Mar-a-Lago, which if it was worth $1 billion or $1.5 billion, he said it was worth $18 million because that suited his narrative. But what's happening in this city and all over the country, but what's happening in particular in this city, some are very good, by the way, some are very fair. Those are really the cities that are thriving. But what's happening here with the judicial system is an outrage. And all over the world they're watching it, and all over the world they're seeing it. This is a giant witch hunt to try and hurt a campaign that's beating the world. Bon, au-delà des mêmes thèmes dits répétés à l'envi des centaines de fois, la valeur de Mar-a-Lago, la chasse aux sorcières, etc., etc. Si je vous ai montré ces deux vidéos, bon, certes, ce n'est pas un éclairage favorable, mais je suis allé vérifier avec plusieurs journalistes qui étaient sur place et qui m'ont tous confirmé ce sentiment lorsqu'on regarde Trump lundi et lorsqu'on regarde Trump vendredi. Et lorsqu'on vous parle d'endurance et le fait qu'il soit allé se plaindre sur ça, c'est que, et c'est, je pense, pour moi en tout cas, c'est une surprise, c'est que il a du mal à supporter ce procès. Il est fatigué, vous le voyez, il est décoiffé, on a l'impression qu'il a pris l'avion pendant 18 heures et qu'il sort d'un jet lag. Il s'est endormi, hein, c'est quand même... on a plaisanté, mais à part la journée de jeudi, lundi, il s'est endormi 2 fois, mardi, il s'est endormi 2 fois, mercredi, il a pu se reposer, jeudi, il faisait trop froid, il n'a pas pu s'endormir, vendredi, les températures étaient redevenues normales, il s'est endormi encore une fois, 2 fois. Effectivement, il a des journées qui commencent à 5 heures du matin, et on sent un Trump qui est épuisé. Il n'y a pas d'énergie dans sa voix, il perd le fil de sa pensée, ses défenses sont de moins en moins inspirées, et donc voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir suivre lors de ce procès, de se dire, est-ce que Trump, il y a 6 semaines de débats qui vont arriver, des moments qui sont extrêmement importants, qui vont être très difficiles pour lui. Il a l'intention, il a répété, de venir témoigner, et pourquoi pas, je vous le dis, j'ai une position complètement divisée. D'un côté, je le vois mettre en scène le fait qu'il n'a pas le droit, qu'on ne laisse pas aller s'exprimer et qu'il ne vient pas répondre parce que c'est pas son intérêt, mais de l'autre, vu que tout est perdu, de se dire, bah tiens, peut-être je peux aller à la barre et convaincre un, j'ai pas besoin d'en convaincre 12, je peux convaincre un, je suis mon meilleur avocat, je suis le meilleur des vendeurs au monde, et aller convaincre une personne à refuser de prononcer sa culpabilité. Donc les deux sont possibles, et donc en théorie, il y a ce moment où il va venir à la barre, et il y a la question de comment Trump va intellectuellement et physiquement tenir ce procès. Pour moi, c'est un des enseignements les plus importants de cette semaine, lorsqu'on a parlé de retour à la réalité, c'est vrai aussi, mais d'endurance. Il y a l'endurance de la justice d'un côté, mais de l'autre, l'endurance de Donald Trump. Est-ce qu'il va tenir ces 6 semaines? Dans quel état on va le retrouver au bout de 6 semaines? Mais en tout cas, c'est clair que ce procès le marque émotionnellement. Il y a un papier aujourd'hui qui est sorti dans l'édition américaine de Rolling Stone qui détaille ses colères et comment il ne supporte pas, par exemple, de la manière dont il est dessiné dans les médias. On a eu tous les témoins qui étaient là, et sur les photos le mettent assez en valeur, mais tous les témoins et des membres qui auraient pu faire partie du jury et qui ont refusé ou qui ont été refusés, qui en sortant racontent que lorsqu'ils arrivent dans cette pièce à la lumière assez blafarde, il y a Trump qui est complètement orange avec ses costumes bleus qui balancent énormément de couleurs, et c'est une séquence complètement folle. Et ce qu'on n'arrive pas à prévoir, ni nous, ni Trump, c'est comment, au bout de 6 semaines, Trump va s'en sortir. Est-ce qu'il va réussir à faire face? Mais donc la réalité est là.
ce procès est un procès difficile lorsque Trump écrit que c'est une épreuve d'endurance. C'est aussi une épreuve d'endurance pour lui. Voilà. On a fait le tour. Si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment de le faire. Je voudrais encore vous remercier d'avoir été aussi nombreuses et aussi nombreux, hein, à la fois sur Twitter, sur YouTube. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne. Et surtout, je me répète, demain, dimanche, 21 avril, 20h, soyez là pour un moment exceptionnel. Le premier doc de la chute. On a testé la Trump Tower, l'hôtel Trump de Las Vegas. Thomas et Cody en mission. On va vivre ça en direct. Il y aura des surprises, il y aura des cadeaux, il y aura des éclats de rire, mais pas que. On va se régaler. Donc ça, c'est prévu pour demain. En parlant de Cody, Cody, sois prêt. Je vais te laisser la parole en quelques secondes pour remercier tout le monde qui est venu nous soutenir aujourd'hui via Super Chat. Merci encore une fois. On se retrouve demain et puis une semaine complètement folle. Lundi, on a le début concret du procès de Donald Trump avec les présentations du dossier par ses avocats et par le procureur. Lundi, on va suivre évidemment ce qui se passe au niveau du juge Engoron avec cette audition autour des 175 millions de caution qu'une compagnie d'assurance d'un pro-Trump s'engage à verser pour Trump. Il y a d'énormes doutes sur la solidité du dossier. Au-delà de ces 75 millions, il y a eu des documents complémentaires versés par la compagnie. Hier, la procureure Laetitia James, ses bureaux ont demandé, après étude de ces documents, ont demandé à Engoron de rejeter les 175 millions en disant qu'il n'y avait pas de garantie. Donc peut-être que lundi, on va apprendre que Trump n'a plus de caution pour payer ces 175 millions de dollars. Et puis mardi, il va y avoir la décision du juge Merchan sur les conséquences du non-respect de Donald Trump de son bâillon. Et puis jeudi, journée extrêmement importante, on sera en direct de la Cour suprême des États-Unis qui va entendre les arguments de Donald Trump et la réponse de l'équipe de Jack Smith sur la seule ligne de défense de Trump qui est celle de l'immunité totale, une immunité totale qu'il joue dans tous ses procès. Il a même essayé de le faire, et il va encore essayer de le faire à New York. Il a essayé de le faire, et il le fait encore à Washington, à Palm Beach et à Atlanta, à Fulton County. Donc tous les procès sont un petit peu en attente, en attendant cette décision de la Cour suprême. Trump, c'est l'enjeu, il est complètement terrifié par rapport à ça. Je vais vous montrer une dernière petite vidéo, Thomas, si tu l'as, d'à quoi ressemblait hier sa timeline sur Truth Social, où il a tweeté sans fin. Hein, vous voyez, la vidéo joue. Tous ces tweets-là sont des raisons pour laquelle, écrit en majuscule, pour laquelle il doit avoir cette immunité totale. La réalité, elle est simple. Si Trump n'a pas cette immunité totale, qui, comme l'ont confirmé ses avocats, donnerait l'autorisation à n'importe quel président d'aller faire assassiner un adversaire politique, si Trump n'a pas cette immunité totale, Trump finira en prison. Et donc, vous voyez à quoi ressemble la timeline sur Truth Social de Donald Trump, qui est donc terrorisé, terrifié par cette idée. Donc ça, c'est jeudi. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, cliquez sur la sonnette de notification, et puis vraiment pour nous aider, et je sais que vous le faites, et merci du fond du cœur, c'est très efficace. Lorsque l'émission est terminée, allez mettre votre pouce sous l'émission, laissez-nous un commentaire, l'algorithme aime ça, c'est la meilleure manière de lutter contre les trolls qui viennent nous pourrir la vie chaque émission. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup, on se retrouve demain, dimanche,
20h, 14h au Québec pour les docs de la chute avec Cody, avec Thomas. En parlant de Cody, je lui laisse la place. Il va venir vous remercier pour vos super chats. En général, merci à tous. Il va venir vous remercier un par un. C'était formidable de se retrouver. Rendez-vous demain à 20h pour une édition très particulière de la chute, le premier doc de la chute. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de samedi. À demain dimanche. Bonjour, bonsoir, soyez là demain, soyez là demain. Demain, ça va être vraiment super, 20h, heure française. Donc, ça fait l'heure que ça fait au Québec. Là, ça m'échappe, je crois que ça fait 14h au Québec. Donc, soyez là, soyez au rendez-vous, mettez la clochette au cas où que je me suis planté dans mon calcul. Oui, c'est 11h ici, donc 14h au Québec, 20h en France. Ça y est, les maths, ça revient. Il y a quand même 3 chiffres à faire, c'est compliqué des fois. Merci, vraiment, c'est super. C'était vraiment une super émission aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Et comme William l'a dit, merci pour votre soutien sur les recaps qu'on fait le soir, le matin pour vous. C'est vraiment un plaisir de voir que c'est un format qui vous plaît. Que vous regardez en direct ou que vous regardez en différé. Merci pour tous vos commentaires, pour vos super thanks et tout ça. C'est vraiment grâce à vous que la chute et cette communauté, elle continue à grandir. On a déjà dépassé les 3100. Thomas m'a dit qu'aujourd'hui, on a gagné beaucoup d'abonnés. Donc merci, continuez. C'est une manière excellente et gratuite à soutenir la chaîne. Ça nous aide beaucoup, donc n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser votre pouce et de laisser en commentaire, comme William l'a dit, ça nous aide à se combattre contre les trolls. En parlant de merci, passons au super chat, vous étiez vraiment très nombreux, donc vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Lionel, merci. Amael, merci et bon replay. MM, merci et toi aussi bon replay. 3 CPR, 2 fois, merci, merci. Easy Anywhere, merci, merci. Marie-Laetitia, merci et bon match. Olivier, merci et merci. Daniel, merci. JB, merci. Merci. Richard, comme à chaque fois, je sais que je me répète à chaque fois, mais c'est vraiment un très grand merci. C'est grâce à du soutien comme ça qui nous permet de continuer à faire nos émissions et de faire nos infiltrations à la tour Trump. Yves-Marc, merci beaucoup. Johan, merci. Marie-Claude, merci. Maminanou, merci. Timo, merci. Denis, merci. Linda, Isapit, Hélène, Louise, Bérams, Anne-Marie et Didier et Sylvie. Et avant que j'oublie, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un de nos chutistes, donc s'il vous plaît le chat, comme ça on remercie tous dans le chat, on remercie, oui, on souhaite tous un joyeux anniversaire à Cornille Online. Je sais que dans le chat Telegram on parlait déjà qu'aujourd'hui c'était la fête, donc bon replay, bon anniversaire, et on se retrouve demain 20h là pour nos chutis Kiss Kiss Bang Bang. On se retrouve dans l'after de la chute. William y est déjà, j'arrive, ça va être super. On va un peu parler je crois de demain parce que on est chaud. On est chaud, Thomas a fait un super bon travail. On est impatient de partager ça avec vous. On y sera à 20h. À demain, c'était la chute.